de la Haute Autorité de la Communication et du Comité national de l'égal accès aux médias d'État. En retour, le chef de l'État a salué la contribution significative de la presse dans le processus de refondation du Mali et surtout la bonne couverture médiatique du référendum de 2022. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Bourama Traoré. Je le disais, le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé hier au CICB la cérémonie de signature des conventions de financement pour les 118 sous-projets de restauration des paysages retenus dans le delta intérieur du Niger et sur le tracé de la Grande Muraille Verte au Mali. Ces sous-projets initiés par des jeunes et des femmes qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet de restauration des terres dégradées au Mali, PRTD, couvre les domaines de l'agroforesterie et l'arboriculture, la bourgouculture, le reboisement, la réhabilitation des berges, entre autres. Le Premier ministre chef du gouvernement a invité les bénéficiaires à transformer ces investissements en bénéfices concrets pour eux-mêmes et pour les communautés. Reportage Mamari Kone et Aliou Touré de la presse Primature. Un engagement commun à transformer les défis environnementaux en opportunités pour le développement durable et le mieux-être des populations. Moins de 10 mois après le lancement de ces activités, le projet de restauration des terres dégradées au Mali fait un pas de géant dans la mise en œuvre de ces activités. La cérémonie concerne la signature des conventions de 118 sous-projets communautaires de restauration des paysages retenus dans le delta intérieur du Niger et sur le tracé de la Grande Muraille Verte au Mali. Clara De Souza, directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali. Le delta intérieur du Niger et la Grande Muraille Verte sont des zones essentielles pour la biodiversité et les populations locales, mais elles font face à des défis majeurs tels que la dégradation des terres, l'érosion, la perte de biodiversité et les impacts du changement climatique, nécessitant une action collective et coordonnée. Cette cérémonie marque le lancement de la sous-composante de restauration des paysages. Sur les 1026 idées de sous-projets réceptionnés dans 87 communes de 8 régions, 118 ont été retenues. Ils toucheront 142 000 personnes et créeront plus de 100 000 emplois avec une forte implication des femmes et des jeunes. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Ces projets mobilisent une enveloppe globale de 6,9 milliards de francs CFA, dont 6,5 milliards de subventions directes. Les initiatives que nous validons marquent le début d'un engagement collectif renforcé. Ces sous-projets couvrent des domaines diversifiés tels que l'agroforesterie et l'arboriculture, la bourgouculture, le reboisement et les plantations, la réhabilitation des mares et étangs, la réalisation des travaux de gestion durable des terres et des eaux, la création de périmètres pastoraux. Cette initiative, dira le Premier ministre, reflète bien l'engagement des autorités du Mali en faveur de la durabilité environnementale et de la prospérité des communautés locales. Général de division Abdoulaye Maïga. Elle cadre bien avec les termes de la lettre de cadrage que son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a adressé au gouvernement, à savoir la satisfaction des besoins des populations grâce à une économie forte et résiliente, l'amélioration du système éducatif et l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Les questions d'environnement et de développement durable ne sont plus des options pour notre pays. Elles sont devenues des impératifs majeurs et des piliers essentiels pour garantir l'avenir de nos générations futures. Ces enjeux, au cœur des priorités des autorités de la transition, traduisent notre engagement à bâtir un Mali résilient, prospère, respectueux de son environnement. Après avoir remercié la Banque mondiale pour son accompagnement, le Premier ministre a invité les bénéficiaires et les autorités communales à la bonne exécution de ces sous-projets. Vous devenez les ambassadeurs de ce projet. Votre engagement et votre détermination sont essentiels pour transformer ces investissements en bénéfices concrets pour vous-même et pour les différentes communautés. Je vous engage donc à plus de rigueur dans la conduite de ces sous-projets afin de contribuer favorablement au développement et à la transformation de vos régions respectives. J'appelle également les responsables des collectivités territoriales, en partenariat avec ceux du projet, ceux des services techniques de l'État et les autres parties prenantes, à mieux encadrer les bénéficiaires pour garantir la réussite des sous-projets et maximiser les impacts positifs sur les communautés de leur localité d'implantation. Le projet de restauration des terres dégradées au Mali est financé par la Banque mondiale à hauteur de 90 milliards de francs CFA pour une durée de 7 ans.
Je le disais également dans les titres, Bamako abrite depuis hier la rencontre des directeurs de police des pays membres de la Confédération des États du Sahel. Ce cadre de concertation, premier du genre, des responsables des unités chargées de la sécurisation des personnes et de leurs biens sera l'occasion d'aborder les nouvelles menaces qui planent sur l'espace AES et faire des propositions concrètes qui seront de nature à sécuriser de façon efficace et durable l'espace géographique de l'AES. Le point avec Ali Jumatina. L'espace AES, engagé dans une véritable réforme malgré un contexte de crise, multiplie les initiatives pour relever les défis, parmi lesquels ceux liés à l'insécurité. Ainsi, le nouveau mode opératoire des malfrats au sein de l'espace nécessite un changement de paradigme de la part des différentes unités opérationnelles, qu'elles soient internes ou transfrontalières. D'où cette rencontre de haut niveau des directeurs généraux de police des pays de la Confédération des États du Sahel, général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Notre espace est confronté à de nouvelles formes de menaces, de criminalité plus subtiles et plus pernicieuses, en l'occurrence le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les criminels réussissent parfois, au détour des combinaisons qui sont de véritables labyrinthes d'ingéniosité, à échapper à notre vigilance et à injecter l'argent sale dans nos économies respectives en utilisant parfois des circuits mafieux. Nous devons nous attaquer résolument et énergiquement à ce phénomène qui, outre qu'il finance le terrorisme, prend aussi en otage nos économies. Première du genre, cette rencontre des directeurs généraux de police de la Confédération des États du Sahel est l'occasion d'échanger sur la problématique de sécurité commune, mais aussi de renforcer les liens de coopération afin d'optimiser les efforts collectifs dans la lutte contre les nouvelles formes de criminalité. La présente rencontre vous permettra de passer en revue l'ensemble des menaces qui planent sur notre jeune entité confédérale et de faire des propositions concrètes et pertinentes qui seront de nature à sécuriser l'espace géographique de l'AES contre les formes les plus machiavéliques de criminalité transfrontalière et de grand banditisme dans nos villes et dans nos campagnes. La coopération entre les services de police des 3 pays de la Confédération des États du Sahel et les échanges d'informations sont la clé du succès dans la guerre contre la criminalité frontalière. Une coopération qui devait être renforcée et consolidée au terme de ces 2 jours de travaux. Le CHU Gabriel Touré a tenu hier la 48e session ordinaire de son conseil d'administration. Courant 2024, l'hôpital a réalisé plus de 89 000 consultations et plus de 22 000 hospitalisations, soit un taux de réalisation de 100%. Koumba Sissé et Karunga Konate ont suivi les travaux d'ouverture suivant le compte-rendu. Malgré les difficultés auxquelles le centre hospitalier universitaire Gabriel Touré est confronté, l'année dernière, les travailleurs ont fourni des efforts pour apporter des soins à la population, dixit le directeur général de l'hôpital lors de l'ouverture des travaux de la 48e session ordinaire du conseil d'administration de sa structure. Médecin-colonel Tcherno Diop. Le CHU Gabriel Touré a réalisé au courant de l'année 2024 89 962 consultations et 22 258 hospitalisations avec un taux de réalisation de 100% des recettes prévues au titre de l'année 2024. En plus des milliers de consultations, le CHU Gabriel Touré a réalisé d'autres activités. L'ancien dispensaire central qui est le Gabriel Touré poursuit sa transformation en centre hospitalo-universitaire et le témoignage éloquent du nombre de plus en plus important de praticiens bi-appartenants. La reprise des concertations périodiques avec les partenaires sociaux a permis d'aplanir beaucoup de crises au sein de l'hôpital, telles que le reversement régulier de la part patronale, l'ouverture du compte AMO du personnel qui était bloqué depuis des années, le paiement des arriérés de primes de fonction spéciale du personnel universitaire. Pour mener à bien ces missions, le CHU Gabriel Touré a besoin d'un budget conséquent répondant aux attentes de l'hôpital, dont l'une des missions est de faire face aux urgences pour le bien-être des populations. Autre conseil d'administration, celui du Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali, CIAR Mali. Le centre a pour mission de faire émerger des chercheurs de haut niveau et d'assurer l'encadrement de jeunes talents dans le domaine technologique. Ce 2e conseil d'administration permettra aux administrateurs de renforcer les orientations données par les autorités dans les secteurs prioritaires de développement. Mamadou Fani.
Depuis son opérationnalisation en 2023, le Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali affiche une ambition d'être un centre d'excellence et un outil clé d'innovation au service de la transformation de notre société. La deuxième session de son conseil d'administration apparaît comme une opportunité pour les administrateurs de ce centre de renforcer les acquis. Sogoba Jacqueline Konaté, directrice générale du Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali. On a entamé la phase d'opérationnalisation qui nous a conduit à effectuer des voyages d'études. On en a effectué 3 jusqu'ici. Le premier, c'était au Japon, le second en Iran et le troisième en Russie. Nous avons également fait des travaux relatifs à l'élaboration et l'identification d'abord des filières prioritaires à ouvrir. On a déjà identifié les axes de recherche et les pistes sur lesquelles nous allons travailler. Nous avons élaboré une vision sur 10 ans et on veut avoir un rayonnement au niveau international. Professeur Bourema Kamia, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les progrès réalisés jusqu'ici sont encourageants, mais ils ne représentent que le début du chemin. Il faut continuer à travailler ensemble avec détermination pour relever les défis qui se dressent sur les chemins de notre centre. Ces défis sont entre autres l'insuffisance des ressources humaines qualifiées dans ces domaines spécifiques, la nécessité de renforcer les infrastructures et les équipements, la recherche de financements durables pour assurer la pérennité du CIAR. Les membres du conseil d'administration du centre encouragent les responsables du centre à contribuer à la mise en place d'un écosystème d'innovation propice à l'émergence de solutions endogènes répondant aux besoins spécifiques de notre pays. Les nouvelles à l'international au Bénin, la justice a rendu son verdict hier. Olivier Boko et Oswald Omeki sont condamnés à 20 ans de réclusion criminelle, 60 milliards de francs CFA de dommages et intérêts et 4,5 milliards de francs CFA d'amende. Les deux anciens proches du président Patrice Talon sont reconnus coupables de complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics et faux et usage de faux. La communauté de développement d'Afrique australe tient aujourd'hui un sommet extraordinaire au Zimbabwe. Le conflit dans l'est de la RDC est au cœur des discussions. À noter qu'une force multinationale composée de soldats sud-africains, tanzaniens et malawites a été déployée dans l'est de la République démocratique du Congo. À cette occasion, les dirigeants des États membres de la SADC doivent en effet décider entre autres de la suite à donner à la mission de la communauté dans la région, pour l'instant prévue jusqu'à la fin de l'année. Les autorités ougandaises ont annoncé une nouvelle épidémie d'Ebola à la suite de la découverte confirmée par plusieurs laboratoires d'un premier cas de la maladie à Kampala, la capitale. Cette fièvre hémorragique a fait un mort dans le milieu hospitalier. Les autorités sanitaires ont adressé des recommandations à la population pour faire face à cette nouvelle épidémie, la 8e dans le pays. Échange d'otages entre Israël et la Palestine. 8 otages, dont 3 otages israéliens et 5 Thaïlandais, ont été libérés hier après bientôt 16 mois de captivité à Gaza. Après avoir retardé un temps la libération de quelques 110 prisonniers palestiniens, Israël a donné son feu vert. 2 bus transportant des dizaines de détenus palestiniens ont quitté la prison d'Ofer. Mali Actualité, il est 13h passées de 14 minutes. Sport, basketball, le championnat national de Ligue 1 en dames et messieurs a donné son coup d'envoi hier et se poursuit cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïka. Football, le championnat national de première division de football féminin a bouclé hier sa 2e journée. Par contre, le championnat national de Ligue 1 professionnel harmonise son calendrier. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chinou. Football, championnat national de Ligue 1 professionnel, 2 matchs en retard se sont joués hier au stade Mamadou Konaté. Le Stade de Bamako et la salle de Bamako ont fait match de l'un partout au compte de la 2e journée en retard. Au compte de la première journée en retard, le Djoliba a battu l'US Bougouni par le score de 2-0. En football féminin, la 2e journée du championnat national de première division a pris fin hier. La salle de Bamako a battu l'USFAS 2-1. Centre UFC a perdu devant Super Lyon de Amdalaï 2-0. Lors de la journée inaugurale, l'AS Police et l'entente de Silacro ont fait match nul 0-0. Les Amazones de la commune 5 ont dominé l'AS Mandé 4-0. L'AS Sourubaba de Mopti a perdu devant l'AS Momo 4-0. Thierry Assuré a battu Tigras de Caille par 2-1
et la troisième journée commence mercredi 5 février. Et puis, toujours en football, c'est ce vendredi que l'UEFA effectuera le tirage au sort des barrages pour atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Déjà, le programme prévoit les 11 et 12 février pour les matchs allés et les 18 et 19 février pour les matchs retour. Basketball. Le championnat national de basketball de première division en dames et messieurs a donné son coup d'envoi hier jeudi. Une première journée qui se poursuit cet après-midi et 4 rencontres se joueront au Palais de Sport Salamatou Maïga. Chez les hommes, il y aura Salman de Bamako AS Real et Isfas Attack Club de Kidal. En dames, nous avons Salman de Bamako AS Real et Isfas Djoliba. La première rencontre commence à partir de 14h et la dernière à 20h. Toutes les rencontres se joueront au Palais de Sport Salamatou Maïga. Hier en ouverture, chez les dames, l'AS Police a battu la commune 5 74-55, KSC a dominé CRBT 57-39 et en hommes, l'AS Police a battu Fosso Canon 65-53 et SMK a plié devant CRBT 62-61. La compétition se joue en poule unique et rappelons les équipes déjà qualifiées pour ce championnat. Il s'agit bien en dames du Salman de Bamako, de l'AS Real, de l'ISFAS, de l'AS Police, du CRBT, de KSC et de la commune 5 en plus de Djoliba. Chez les hommes, il y a le Salman de Bamako, l'AS Real, l'ISFAS, l'AS Police, le CRBT, le CMK, Fosso Canon et Attack Club de Kidal. Terminons par la Coupe du numérique. L'équipe de la GFO a remporté le trophée de la 4e édition de la Coupe du numérique 2024-2025. En finale disputée hier, elle a battu la MAP par 4-1. C'est le 3e trophée pour la GFO dans la compétition. L'édition de cette année était parrainée par le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombele. Le vainqueur empoche 1 500 000 francs CFA contre 1 million pour le finaliste. L'équipe de Move Africa a reçu le prix du Fair Play, une enveloppe de 250 000 francs CFA. Mohamed Fofana de la GFO a remporté le prix du meilleur buteur avec 100 000 francs CFA. 12 équipes ont participé à la compétition. Chronique du développement. Le Mali s'est doté d'un nouveau code minier en 2023, des réformes qui sont censées révolutionner le secteur minier malien, notamment au double plan économique et social. Aujourd'hui, la chronique du développement s'intéresse à la loi sur le contenu local. Que dit cette loi et quels sont ses impacts sur les secteurs miniers? La réponse dans ce numéro en rediffusion avec Soumela Berthier et Marc Daméli. Adopté en 2023, le nouveau code minier du Mali connaît beaucoup de particularités. L'objectif principal des réformes du secteur minier est d'augmenter la part de l'État et faire bénéficier au maximum des Maliens les retombées de l'exploitation des ressources minérales du Mali. L'une des innovations majeures de ces réformes est la loi sur le contenu local. Pour mieux comprendre les contours de cette loi, écoutons les explications du Dr Mamadou Keïta, spécialiste des mines. On va donner des obligations à toutes les sociétés minières qui doivent se conformer à ces obligations. L'une des obligations, c'est dresser un plan et présenter au gouvernement qu'on appelle le plan du contenu local. Une des obligations aussi, c'est que les sociétés minières doivent s'assurer l'assurance et la réassurance. Et tous les services miniers doivent être des assurances maliennes, pas des assurances étrangères. Et ensuite, les biens et les services locaux, les entreprises minières, les sociétés minières sont tenues d'utiliser au plus ces biens et services locaux, au lieu de les importer. Alors, ce plan de contenu local doit inclure, il faudrait que les locaux participent au capital de la société minière. C'est une obligation désormais. Et ensuite, il faudrait faire la promotion des entreprises maliennes. Dans le plan du contenu local aussi, on exige le transfert de technologie et de savoir-faire. La loi sur le contenu local dans le secteur minier exige également des sociétés minières un plan opérationnel. Toute entreprise minière opérant au Mali doit soumettre aux autorités compétentes un document explicite sur tous ses domaines d'intervention. Dans le plan du contenu local, pour les recrutements par exemple, la société va dire exactement quels sont les postes qu'elle va recruter et quels postes reviennent aux Maliens et quels postes reviennent aux étrangers. Et ensuite, dans ce recrutement-là, le pourcentage des étrangers, c'est-à-dire l'effectif des Maliens par rapport à l'effectif des étrangers. Souvent, ça fait mal. On va faire venir des expatriés qui, souvent d'ailleurs, n'ont pas la même compétence que vous, parce que tout simplement, ils sont blancs, ils viennent, ils occupent la poste et ils vous coiffent. Le ratio que le code impose, on dit à la société minière, les 3 premières années, on vous autorise de recruter seulement 10% des étrangers, de l'effectif total. Maintenant, après les 3 premières années, alors ce pourcentage va être réduit à 5%.
On va vérifier. Parce qu'il y aura des organes de contrôle. Après la 6e année, ces 5% aussi doivent être réduits jusqu'à ce que les Maliens constituent le personnel. En un mot, il ne devrait plus avoir d'expatriés. Autre aspect non moins important abordé par la loi sur le contenu local, c'est l'établissement de la justice et l'équité dans le traitement salarial des personnels des sociétés minières. Dr Mamadou Keïta, spécialiste des mines. Quelqu'un qui a fait les mines, il va se rendre compte qu'il y a une disparité entre les salaires des étrangers et les salaires des Maliens. Et souvent à compétences égales. Si vous êtes ingénieur des mines et que vous êtes payé à 1 million de francs CFA, alors l'expatrié que vous avez remplacé, donc même poste, même compétence, cet expatrié sera payé peut-être à 6, 7, 8 millions. Vous voyez que cette disparité. Pourtant, vous avez la même compétence, le même poste que vous occupez. Donc ce nouveau code va corriger tout ça. À en croire les spécialistes, si la loi sur le contenu local est appliquée à la lettre, il n'y a pas de raison que l'or malien ne puisse pas briller pour les Maliens. Justement, c'est en cela que les réformes du secteur minier auraient atteint les objectifs recherchés. À retrouver cette édition sur nos plateformes digitales. Pour vous dire que c'est la fin de cette édition, une présentation de Barakissa Ouattara. Elle a été réalisée par Awa Traoré sous la coordination de Brahma Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré, à la mise en ligne Sekou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est à 19h30 avec Soumela Berti. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dambili. Bonne suite de programme.